et nous allons démarrer ce Demande à Cédric numéro 14. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Demande à Cédric quotidien numéro 14. Nous sommes le samedi 14 mai 2016 et pendant tout le mois de mai, voilà, je vérifiais si ça fonctionnait, mais finalement je pense que ça fonctionne. Donc tous les jours pendant le mois de mai, de 11 heures à midi, je vais répondre à vos questions informatiques. Donc soyez les bienvenus. C'est encore un long week-end. J'ai l'impression que finalement j'ai choisi le mois où il y a le plus de jours le plus de jours fériés. Le pont du... Je sais plus quel pont il y avait. Enfin bref, il y a des ponts, des jours fériés. C'est peut-être pas le meilleur mois pour faire les demandes à Cédric. Quoi qu'il en soit, je remercie toutes les personnes qui ont déjà été présentes dans ces demandes à Cédric quotidien depuis le 1er mai où j'ai commencé et jusqu'au 31 mai où je vais terminer. Voilà, allez, une première question qui n'est pas tout à fait une question de Morissette qui est plutôt une prolongation de notre discussion sur le forum. Bon, pardon. Bonjour Morissette, rebonjour Cédric, pas trop fatigué de la bonne soirée, sinon je vais essayer de mettre Dashlane. Donc Morissette qui posait la question sur le forum par rapport au mot de passe, savoir s'il y avait des gestionnaires de mots de passe qui étaient efficaces, voilà. Comme il y a des questions qui arrivent, mais je vais quand même prendre le temps de répondre malgré tout. Par rapport au mot de passe, voilà, c'est quelque chose de très important d'avoir des mots de passe différents, de sécuriser ces mots de passe et éventuellement d'avoir un gestionnaire de mots de passe pour ne pas avoir à les taper à chaque fois, parce que c'est vrai que ça peut devenir rapidement une perte de temps. Malgré tout, c'est bien, de conserver ces mots de passe quelque part, sur un petit cahier, sur des feuilles, enfin voilà, mais regroupés quelque part pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement pour retrouver vos mots de passe si vous en avez besoin. Et puis la seconde, c'est on ne sait jamais ce qui peut arriver et c'est bien que vos proches puissent avoir vos mots de passe pour éventuellement fermer les comptes, etc. Donc moi, j'ai mes mots de passe qui sont sauvegardés sur mon Google Drive. Je les imprime de temps en temps. Une fois que je les ai imprimés, je les mets au coffre. Et comme ça, s'il m'arrive la moindre chose, mes proches auront au moins mes mots de passe pour fermer les comptes, pour fermer les choses, etc. Voilà. Et sinon, dans un registre un peu plus gai, vous avez un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Dashlane et qui est donc un gestionnaire de mots de passe très sécurisé puisque c'est leur spécialité. Il y a une version gratuite, une version payante. La version gratuite est largement suffisante pour la majorité des gens. La version payante proposant la synchronisation en ligne de vos mots de passe pour vous connecter sur vos différents périphériques, si vous avez plusieurs PC, si vous avez un PC, une tablette, un téléphone, etc. C'est la version payante, je crois que ça vaut $40 par an et ça permet de synchroniser vos mots de passe avec vos différents périphériques. Sinon, la version gratuite, sur un seul poste, vous permet de synchroniser vos mots de passe et vous pouvez exporter ces mêmes mots de passe sur un autre ordinateur. C'est juste qu'il n'y a pas de synchronisation en ligne, il faut faire les exports à chaque fois que vous faites des modifications sur l'un vers l'autre. Voilà. Allez, je vais passer l'épisode des mots de passe. Donc Morissette, je pense que Dashlane c'est un bon gestionnaire de mots de passe puisque j'en ai fait une vidéo où j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Et n'oubliez pas non plus de noter vos mots de passe quelque part pour à la fois les retrouver et à la fois pouvoir avoir l'accessibilité de ceux-ci. Pour répondre également à la question de Morissette, pour savoir si je n'étais pas trop fatigué, je suis un peu fatigué. J'espère que ce demande à Cédric numéro 14 va bien se passer, que je ne vais pas dire trop de bêtises parce que j'ai dormi 4 heures. Soirée anniversaire chez un ami du roller très très sympa. Couché 3h30, levé 7h30. Donc là, je suis capoute. Voilà, mais soirée très sympa et j'espère que je dirai pas trop de bêtises dans ce demande à Cédric, sinon tant pis, ça arrive. Bonjour Sacha, bienvenue parmi nous, son et vidéo ok, formidable, tout fonctionne correctement, merci Sacha pour le retour. Michael, bonjour Cédric, j'ai besoin d'une caméra qui filme bien à l'extérieur pour une expédition. Que me conseillez-vous comme caméra? Caméra professionnelle ou caméra normale? Alors, honnêtement, Michael, je ne m'y connais pas suffisamment en matériel vidéo pour vous conseiller quoi que ce soit. Néanmoins, je peux vous orienter vers différentes pistes de recherche que vous pourrez éventuellement chercher sur Google. C'est comme pour acheter un ordinateur. Il faut que vous vous posiez la question de
qu'allez-vous avoir besoin de faire? Donc si vous faites que de l'extérieur par exemple, vous n'aurez pas forcément besoin Enfin, si vous filmez le jour, si vous filmez la nuit, c'est pas pareil. Si vous avez besoin de zoom ou pas besoin de zoom, c'est pas pareil. Aujourd'hui, la plupart des smartphones ont des capteurs 4K intégrés, par exemple l'iPhone 6 ou le Samsung Galaxy S7 ou le LG G4, ou voilà, vous pouvez filmer en 4K. Après, il faut vraiment voir ce dont vous allez avoir besoin. Est-ce que vous allez avoir besoin de changer les objectifs? Parce que sinon, vous pouvez aussi prendre le mot DSLR me vient à l'esprit, mais voilà, je vais y arriver, un appareil photo numérique de qualité où vous pourrez interchanger les objectifs et faire de la vidéo. Ça peut aussi être une solution. Ça dépend si vous avez la place pour le matériel. Est-ce qu'il faut que vous puissiez le sortir rapidement? Est-ce que vous aurez le temps de vous préparer de sortir votre matériel? Est-ce que vous pouvez le transporter facilement? Est-ce que voilà, ça c'est plein de questions. C'est plein de questions que vous devez vous poser avant même de savoir dans quelle direction vous orienter. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, eh bien vous vous dites, bon bah là je vais plutôt m'orienter vers un téléphone, là je vais plutôt m'orienter vers un appareil photo que je vais transformer en station de vidéo, ou alors je vais m'orienter vers un caméscope ou une caméra professionnelle ou pas. Voilà, donc au niveau des caméras, au niveau des téléphones, au niveau de tout ça, je pourrais pas trop vous conseiller. Je sais que l'iPhone 6S a vraiment quelque chose, enfin, a vraiment une bonne caméra, un bon appareil photo. Moi, je regarde beaucoup de vidéos qui ont été tournées avec un iPhone. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Après, ça dépend aussi si vous avez besoin de beaucoup de lumière, si vous allez plutôt filmer le jour, plutôt filmer la nuit. Il vaut mieux après vous rendre dans un magasin qui sera spécialisé dedans. Vous trouverez certainement, j'ignore dans quelle ville vous habitez, mais vous trouverez certainement dans la ville où vous habitez un passionné de photo qui pourra vous conseiller à la fois sur la photo. Maintenant, la photo est devenue un peu aussi la vidéo avec les appareils photo numériques qui permettent de filmer. Donc voilà, c'est vraiment... voilà, vous vous posez ces questions-là et ensuite vous allez voir éventuellement un professionnel de la vidéo ou de la photo en lui disant bah voilà, j'ai telle contrainte ou j'ai tel besoin, qu'est-ce que vous me conseillez? Plutôt un caméscope, plutôt un appareil photo, plutôt un téléphone. Et voilà, ça vous permettra... Enfin, l'avantage du téléphone, c'est que vous le mettez dans votre poche, vous le sortez, vous filmez, mais la qualité ne sera pas évidemment la même que sur un appareil photo où vous aurez mis un objectif choisi pour l'occasion et qui vous permettra voilà, de faire ça. Donc, Michael, voilà ce que je vous conseille. Dans un premier temps, de bien noter vos besoins en fonction de ce que, voilà, de ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, eh bien, d'aller voir un professionnel dans votre région qui, voilà, ça fera un premier contact. Les gens passionnés sont toujours prêts à parler de leur passion, de vous conseiller des modèles. Avec ce que lui vous dira, ça vous permettra peut-être aussi de faire évoluer votre demande et peut-être il vous orientera vers d'autres choses auxquelles moi j'avais pas pensé parce que je suis pas professionnel de la chose. Mais voilà, il faut faire en fonction. Moi je sais qu'il m'arrive de tourner, j'avais acheté un Canon 60D. Je l'avais acheté parce que je trouvais ça très pratique, le clapet pouvait se retourner et donc ça me permettait de voir comment je me filmais. Et après, finalement, je me suis acheté un téléphone, quand il y a suffisamment de lumière, il filme suffisamment pour les besoins que j'en ai, c'est-à-dire en 1920-1080. Voilà, ça dépend aussi de ce dont vous allez avoir besoin, qu'est-ce que vous allez faire de l'image après, enfin de la vidéo, est-ce que vous allez la mettre sur un ordi, est-ce que vous allez la mettre sur un autre support, sur un Blu-ray, sur tout ça. Donc vraiment, voilà, vous vous posez toutes ces questions, et une fois que vous vous serez posé toutes ces questions, eh bien, vous aurez certainement votre réponse, Michael. Voilà. Bonjour Cédric, bonjour Sébastien. Et bon week-end. Eh bien, merci beaucoup. Il a bien commencé hier soir. Et voilà. Donc aujourd'hui, ce sera la logistique de la vie. Donc, je ne vais pas vous dire tout ce que c'est, mais vous en avez certainement une idée. En tout cas, bienvenue parmi nous, Michael. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes 15.
Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez, si vous regardez la retransmission demain du Demande à Cédric d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Demande à Cédric numéro 14, et que vous souhaitez poser vos questions, il faut que vous vous rendiez sur mon site internet formation informatique avec cédric.fr, et lorsque vous serez sur l'accueil, vous aurez la possibilité tous les jours du mois de mai à 11h, entre 11h et midi, eh bien, de vous connecter au direct, comme vous pouvez voir soit en retransmission, soit en direct maintenant, et de poser vos questions si vous avez une adresse Gmail et que vous avez un compte Google+. À partir de là, eh bien, vous pourrez poser vos questions comme le font les différentes personnes qui participent à ce Demande à Cédric quotidien. Voilà. Alors, Jackie. Bonjour Cédric, bonjour Jackie. Merci pour votre réponse d'hier. Envoyer un fichier PDF à la mutuelle, c'est OK. Cool. J'ai une autre question. Pour le changement de mon processeur, vous m'avez dit de contacter le support. Que dois-je faire? Alors, Jackie, le changement de votre processeur, est-ce que c'est vous qui vouliez passer de i3 à i5? Il me semble que oui, parce que j'ai pas eu beaucoup de questions de processeur, et de passer par le support. Ah oui, le support de Microsoft, que devez-vous faire? Eh bien, vous devez faire ce que j'ai fait pendant le Demande à Cédric, c'est-à-dire il faut re-regarder la retransmission, donc je me souviens plus de quelle Demande à Cédric c'était, mais vous aurez la possibilité de le regarder. Et à partir de là, vous regardez le moment de la vidéo, à quel moment ça se trouve. Et je vais vous montrer quand même, allez, je vais partager mon écran. Donc vous vous rendez sur le Demande à Cédric en question. Donc j'ignore quelle Demande à Cédric c'est. Est-ce que c'était hier ou avant-hier? On va voir ça. Donc hier c'était 13, avant-hier c'était 12. Allez, on va dire que c'était le 12. Et on va dire Pro. Ah, ça n'a pas l'air d'être le 12. Alors peut-être que c'était le 13. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon, parce que alors là, aujourd'hui, à mon avis, ça va être... Ah, j'ai pas la retranscription du 13, donc je vais pas pouvoir chercher à quel moment de la vidéo ça se trouve. Donc finalement, je vais pas trop pouvoir vous aider. Je vais quand même regarder sur le 11, des fois qu'on en ait parlé sur le 11. La retransmission du 13 devrait bientôt arriver, en théorie. Alors, CTRL F, Pro... Voilà, en cliquant sur le store... Ah non, c'est pas procuré... Procéder, non. Bon, il faudra que vous regardiez, peut-être c'est dans le 13 alors, je ne sais pas. En tout cas, je vous avais montré les manipulations pour contacter le support technique de Microsoft. Donc vous suivez les étapes que j'ai suivies, donc je ne sais plus à partir de quelle recherche j'étais parti. Et ensuite, vous faites exactement la même recherche dans Google. Une fois que vous avez les liens qui apparaissent comme ça s'est produit lorsque j'ai réalisé les manipulations, vous cliquez sur le lien, vous suivez et à un moment vous arriverez à contacter le support Microsoft par mail, par téléphone, par voilà, différentes possibilités. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux et à partir de là, je pense que vous serez en mesure de contacter le support de Microsoft pour leur dire voilà, j'ai un PC, j'avais Windows 8 ou Windows 7, j'ai fait une mise à jour vers Windows 10, je souhaite changer mon processeur. Est-ce que ma licence ne sera plus valable? Voilà, vous pouvez leur poser éventuellement la question. Après, comme vous n'aviez pas encore acheté le processeur, il vaut mieux leur poser la question avant de changer le processeur, parce que s'ils vous disent qu'il faudra racheter une licence, ça veut dire qu'il faudra racheter 135 € de licence. Donc voilà. Jackie, voilà ce que je vous conseille. J'espère que ça vous suffira. Il faudra retrouver dans quelle Demande à Cédric c'était, mais vous en avez certainement une meilleure idée que moi, puisque vous avez suivi et que c'était une question que vous m'aviez posée. Voilà Jackie. Alors, juste par rapport au complément, par rapport à Michael, pour leur sortir rapidement, où je pourrais prendre un téléphone. Voilà, donc voilà, caméra professionnelle, filmer le jour. Voilà, donc si vous souhaitez filmer le jour et que vous êtes en extérieur, je pense que voilà, un téléphone ça peut suffire. Encore une fois, c'est juste pure spéculation en fonction de ce que vous allez vraiment vouloir en faire. Mais c'est vrai qu'un téléphone le jour, même quand il fait gris dehors, il y a suffisamment de luminosité pour filmer. Et voilà. Après, ça dépend si vous voulez de la profondeur de champ, ça peut dépendre si vous voulez faire des effets de style, etc.
écrivez vos besoins, allez voir un professionnel dans votre région. Je suis sûr qu'il sera ravi de discuter avec vous de ça. Et ça vous permettra voilà, d'affiner et de savoir ce que vous souhaitez réellement. Voilà, Michael. Marc, bonjour. Bonjour Cédric. Comment mettre Google Chrome comme page d'accueil sur Edge? Alors, Marc, il y a juste un petit problème de vocabulaire dans votre question que je vais me permettre de rectifier pour ne pas que vous fassiez l'erreur à l'avenir. Donc, vous me demandez en fait en gros comment mettre Google comme page d'accueil sur Edge. Donc, Edge étant le navigateur de Microsoft et Chrome étant le navigateur de Google. Donc, la question que vous auriez dû me poser, c'est comment mettre Google comme page d'accueil sur Edge. Voilà, c'est juste une petite précision, mais pour que vous sachiez que Google Chrome, en fait, c'est le navigateur de Google. Donc, vous ne pouvez pas mettre un navigateur comme page d'accueil d'un autre navigateur. Donc, pas de souci, vous inquiétez pas, c'est pas du tout pour me moquer. C'est juste une petite clarification pour que ce soit clair dans votre esprit. Edge, c'est un navigateur Internet. Chrome, c'est un navigateur Internet. Et Google, c'est à la fois la société qui régit un certain nombre de choses et à la fois un moteur de recherche. Le moteur de recherche Google. Donc, ce que vous souhaitez faire, c'est mettre comme page d'accueil Google. Je vais y arriver, il faut que je fasse attention parce que si moi aussi je me trompe, ce qui peut arriver surtout dans les jours où j'ai pas beaucoup dormi. Alors, comment faire? Eh bien, vous allez vous rendre sur Edge. Donc là, je suis sur Edge. Et ensuite, vous allez cliquer sur les 3 points qui se trouvent en haut à droite. À partir de là, vous allez choisir Paramètres. Vous allez avoir cette page qui va apparaître. Et ensuite, ici, dans les paramètres qui se trouvent en haut, vous allez choisir Ouvrir. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon. Vous allez choisir Ouvrir avec. Vous allez choisir une ou des pages spécifiques. Ensuite, vous allez cliquer ici, vous allez choisir Personnaliser. Et à partir de là, vous pourrez mettre l'adresse de Google, https://www.google.fr. Vous appuyez sur Entrée et ça devrait fonctionner. Est-ce que je peux la supprimer? Oui, comme ça je la supprime, je vous montre comment on fait. Donc, je reprends. Vous cliquez sur les 3 points en haut à droite, sur Edge. Vous choisissez Paramètres. Vous choisissez une ou plusieurs pages spécifiques. Vous cliquez ici, vous choisissez Personnaliser. Et ensuite, là je vais la supprimer, vous mettez l'adresse, donc https://www.google.fr. Voilà. Vous appuyez sur la touche Entrée et désormais, lorsque vous allez lancer Edge, donc là, oui, je devrais pouvoir le fermer. Voilà, je viens de relancer Edge et ma page d'accueil, c'est Google. Voilà Marc, quelques manipulations simples et vous avez également la possibilité, si vous vous rendez sur le site formation informatique avec cédric.fr, il me semble déjà avoir réalisé une vidéo concernant le changement de page d'accueil. Je ne sais plus si c'est dans les vidéos outils ou dans les vidéos gratuites. Je vais regarder dans les vidéos outils. Dans les premières vidéos outils, mettre à jour vos navigateurs. Non. Voilà. Changez vos pages d'accueil sur les 4 navigateurs. Donc, vous vous connectez, vous vous rendez sur le site formation informatique avec cédric.fr dans votre espace membre, vous choisissez connexion membre plus, actif ou mini, en fonction du statut que vous avez. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez regarder dans les vidéos outils, donc accueil de l'espace membre, les vidéos outils. Et là, vous avez une vidéo qui s'appelle, comme je vous le disais, la vidéo numéro 5, changer vos pages d'accueil sur les 4 navigateurs. Et je vous montre bien comment réaliser les manipulations sur Edge, sur Google Chrome, sur Mozilla Firefox et sur Internet Explorer. Voilà Marc. Petite précision de Sébastien, en effet, Google Chrome c'est le navigateur et Google c'est à la fois la société qui fait Chrome, mais c'est aussi un moteur de recherche et entre guillemets un site internet. Allez, poursuivons. Bonjour Yvette, bonjour Cédric, mes touches fonctions de mon problème fonctionnent à merveille maintenant, merci bien. Eh bien, merci à vous Yvette de mettre ce message qui fait bien plaisir. Chaque problème résolu est un petit plaisir pour ma journée. Content que cela fonctionne
correctement et que vous ayez retrouvé vos touches de fonction. Dominique, bonjour Dominique, bonjour Cédric, j'ai entendu hier le réglage verrouillage numérique au démarrage. Je l'avais déjà réglé il y a plusieurs mois, mais depuis il y a un retard au démarrage de verrouillage numérique à l'allumage du PC, toujours sur Windows 10 64 bits avec un SSD. Alors, j'ai réalisé les manipulations en même temps pour montrer, et ce matin, tout s'est bien passé, c'est-à-dire que quand j'ai allumé mon ordinateur, le verrouillage numérique était enclenché, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, comme j'ai un code PIN sur mon ordinateur, j'avais pris l'habitude d'appuyer sur verrouillage numérique pour faire ouvrir la page du déverrouillage par le code PIN. Donc du coup, j'appuyais sur verrouillage numérique, je faisais mon code et ça déverrouillait mon ordinateur. Après, concernant ce que vous indiquez, il y a un retard, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous allumez votre ordinateur, il faut que vous patientiez avant que le verrouillage numérique s'allume. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ce que vous souhaitez nous indiquer, Dominique? Parce que là, j'avoue que c'est un peu mystérieux si il s'allume un petit peu après. Est-ce que vous avez, ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, c'est de revérifier toutes les manipulations donc, qui ont été réalisées hier pour que le verrouillage numérique s'allume au démarrage de Windows et de vérifier dans l'ensemble des ruches de votre base de registre, de voir si vous avez bien tous les paramètres qui sont indiqués. Ça, c'est la première chose que vous pouvez essayer. Et après, éventuellement, donc, de me dire si c'est bien ça, est-ce que c'est un retard, c'est-à-dire l'ordinateur s'allume, il faut attendre un petit peu et après le verrouillage numérique s'enclenche. Voilà. 1, vous pouvez répondre à ma question, et 2, vous pouvez à nouveau réessayer les manipulations pour être sûr qu'aucun paramètre n'a été changé, parce que je me souviens qu'à une époque, et j'ai l'impression que quand il y a des mises à jour de Windows 10, il y a certains paramètres qui reviennent à leur état d'origine, ce qui est un petit peu pénible. Je suppose que Microsoft ne peut pas faire autrement, sinon j'imagine qu'il est... Pardon. J'imagine qu'il laisserait les paramètres utilisateurs. Quoi qu'il en soit, vous pouvez essayer, essayer ces deux choses-là. Enfin, en tout cas, essayer de refaire les manipulations et de me dire si j'ai bien compris le sens de votre question. Voilà, Dominique. Lucien. Bonjour Lucien. Bonjour Cédric. Une petite question peut-être toute bête, mais pourquoi en direct votre écran éteint à côté de vous se trouve sur la droite et l'image à gauche sur les rediffs? Alors, Lucien, c'est une bonne question. Et de toute façon, il n'y a pas de question bête. Ça, je tiens à le dire à toutes les personnes qui regardent les demandes à Cédric et qui hésiteraient à poser des questions parce qu'elles ont l'impression que ce sont des questions trop simples, ou etc. Il n'y a aucune question bête. Vous pouvez poser toutes vos questions. J'y répondrai avec plaisir. On a tous démarré, on a tous été obligés d'apprendre, que ce soit le vocabulaire, que ce soit les manipulations de base, que ce soit, voilà. On continue d'apprendre tous les jours et c'est toujours une question bête pour celui qui a la réponse, mais quand on n'a pas la réponse, ce n'est jamais une question bête. Donc ne vous inquiétez pas, moi ça me fait plaisir de répondre aux questions, même les plus simples. Il n'y a pas de questions bêtes, ce sont pour moi des questions qui sont plus simples parce que je connais les réponses. Mais quand on ne connaît pas les réponses, ce qui m'arrive très fréquemment, vous avez pu le voir là pendant tous les jours du mois de mai, je me rends sur Google, je fais une recherche, et voilà. Donc, on ne peut pas tout connaître en informatique, et même si on ne connaît pas le minimum, il faut l'apprendre avant de pouvoir passer à apprendre plus. Donc, il n'y a pas de question bête. En ce qui concerne les retranscriptions, pourquoi est-ce qu'on est en mode miroir? Eh bien, je ne sais pas vraiment. Disons que les retransmissions, je les enregistre avec un autre logiciel, pour que ce soit en Full HD, parce que quand je fais mes enregistrements avec Google Hangout, c'est simplement en HD, c'est-à-dire en 720p, 1280 par 720. Et là, comme mon écran est en Full HD, 1920 par 1080, j'utilise un logiciel externe pour enregistrer, pour que la qualité soit meilleure lors des retransmissions. Et je ne sais pas pour quelle raison, eh bien, il y a ce mode miroir, en effet. Je ne sais pas quel est le vrai côté du mauvais, mais il y a en effet cet effet miroir qui apparaît. Alors, je ne sais pas si ça vient de ma caméra qui fait un flip quand elle me filme, ou si c'est le logiciel que j'utilise qui lui fait un flip aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'essentiel c'est que ça fonctionne, c'est que vous puissiez voir correctement mon écran et que les caractères ne soient pas inversés, mais ça, je pense que tout va bien. Sinon, j'en aurais entendu parler avant. Voilà Lucien, pas vraiment très satisfaisant comme réponse, mais la seule réponse que c'est que
les événements en direct sont faits avec Google Hangout et les retransmissions sont faites avec Camtasia Studio, le logiciel avec lequel j'enregistre les retransmissions. Enfin, avec lequel j'enregistre les directs et qui me sert à faire les retransmissions. Voilà Lucien. Allez, je vais prendre un petit complément. Alors, je dois attendre un moment donc pour inscrire mon code utilisateur. Alors, Dominique, sachez que vous pouvez forcer le verrouillage numérique. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que Windows vous allume le code, le verrouillage numérique. Vous appuyez sur la touche qui est au-dessus du 7 sur votre clavier, qui doit s'appeler Vernum. Vous appuyez dessus et ça l'allume. Si j'appuie, ça éteint. Si j'appuie, ça allume. Donc ça verrouille ou non le pavé numérique. Donc vous pouvez, comme je vous l'indiquais, soit essayer les manipulations de refaire les manipulations d'hier en allant dans la base de registre ou alors en appuyant sur verrouillage numérique lorsque on vous demande votre code utilisateur pour que vous puissiez saisir des chiffres si votre mot de passe en contient. Je suppose que oui, sinon vous ne me poseriez pas la question. Voilà. Dominique, j'espère que cette réponse va vous satisfaire, sinon n'hésitez pas à apporter un complément. Alors, merci Cédric, avec plaisir Marc. Je vais prendre une question de Jacques. Bonjour Jacques, bonjour Cédric, comment fait-on pour mettre un hyperlien sur une photo ? Alors, Jacques, il va falloir me donner beaucoup plus de détails parce que mettre un hyperlien sur une photo, dans quel contexte, dans quelles conditions, sur Internet, sur un site Internet, quand vous envoyez une photo à quelqu'un par mail, quand vous imprimez une photo chez le photographe, voilà, si vous pouvez m'apporter un maximum de précision pour que je puisse vous répondre. Parce que là, il y a beaucoup trop de choses qui me viennent en tête pour que je puisse répondre, voilà, mettre un hyperlien sur une photo. Merci de préciser, s'il vous plaît, Jacques. Alors, Kevin. Bonjour Kevin, bonjour Cédric. Comment mettre un copyright sur plusieurs photos en même temps, simplement et gratuitement ? Bonne question. C'est une bonne question. Je vais regarder, je vais ouvrir un dossier où j'ai plusieurs photos. Alors, il doit y avoir des logiciels qui permettent de le faire. Est-ce que Picasa permet de le faire ? On peut regarder. Est-ce que je l'ai installé Picasa ? Oui, je l'ai installé Picasa, c'est déjà ça. Donc je vais le lancer, je vais réduire. Ensuite, je vais me rendre dans OneDrive, images, où sont mes fonds d'écran là ? Ah, c'est dans Documents, pardon. Fond d'écran. Voilà, donc là j'ai un certain nombre d'images. Si je les sélectionne, que je fais clic droit, que je choisis propriété, est-ce que je peux aller dans détails et modifier les détails ? Propriétaire. Non, là je ne peux pas modifier, je ne peux que visualiser. Alors je vais faire annuler. Je vais regarder dans Picasa. Alors je vais juste... Bon, ça va, il n'y a rien d'incroyable. Donc là, je suis dans Picasa. Admettons que j'ai toutes ces photos-là et que je souhaite ajouter un copyright. Clic droit, propriété. Voilà, alors là c'est bon. Et est-ce que là je vais pouvoir ajouter un copyright directement ? Est-ce que je le trouve, le copyright ? Non, il n'a pas l'air d'être disponible. C'est fou ça. Alors il doit quand même y avoir la possibilité de le faire parce que ça me paraît surprenant. Clic droit. Non. Non,
plus. Alors, je vais en sélectionner une pour voir. Bon, alors on va faire autrement, puisqu'il n'y a rien de concluant dans ce que je trouve. Alors, ajouter copyright photo. Alors, il nous parle de Picasa, c'est génial. J'ai transféré 30 photos avec mon nom, un peu de temps. Alors, GIMP, mais la méthode que j'utilise. Alors là, pardon, c'est pas du tout un copyright, il parle d'une signature. Alors, est-ce que vous pouvez juste me préciser, parce que là, en fait, en regardant les différentes choses qui apparaissent, Kevin, est-ce que vous pouvez me préciser, plutôt que je recherche, parce qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. Je vais repartager mon écran. La première, c'est un copyright au sein de la photo, c'est-à-dire lorsque vous faites sur une image un clic droit et que vous choisissez propriété et que vous allez dans détails. Ici, vous avez un certain nombre de détails et notamment le copyright, c'est-à-dire, je ne sais plus à quel endroit il se trouve. Peut-être propriétaire, enfin bon, voilà, il y a ce copyright-là qui peut être disponible, et il y a aussi éventuellement un copyright qui peut être un filigrane qui est ajouté sur les photos. Donc est-ce que vous pouvez m'apporter cette précision-là pour que je puisse savoir dans quelle direction orienter mes recherches. Voilà Kevin, j'attends un complément, je compte sur vous, et on verra ça tout à l'heure. Avec plaisir, Lucien. Alors, Jérémy. Alors, Jérémy. Bonjour Jérémy, bonjour Cédric. Je n'arrive toujours pas à jouer à mes jeux, cela me marque toujours. Veuillez ouvrir une session avec les privilèges du gestionnaire. J'ai essayé de l'exécuter en tant qu'administrateur, mais cela me dit un programme non identifié veut accéder. Il y a peut-être une suite. Veut accéder à votre ordinateur. Et si je mets autorisé, cela ne fait rien du tout. Comment puis-je faire? Là, Jérémy, je me souviens plus de quel jeu dont vous parliez. Est-ce que c'est votre ordinateur? Est-ce que vous avez les droits d'administrateur sur cet ordinateur? Je me souviens plus de votre question initiale, c'était il y a déjà longtemps. Donc voilà, si vous pouvez me préciser le jeu éventuellement et le message. Est-ce que vous aviez essayé, parce qu'il y avait deux solutions, la première c'était d'exécuter en mode administrateur et l'autre c'était, je me souviens plus, et comme je viens de zapper le premier message de votre question, je me souviens plus quelle était la teneur de celui-ci. Alors, est-ce que... Lorsque vous êtes sur le bureau, faites un clic sur l'icône poste de travail, une petite fenêtre s'ouvre, avancez ensuite le premier trois boutons paramètres, prévention.
Alors, vous pouvez éventuellement essayer de faire ça. Je me souviens plus sur quel système d'exploitation vous étiez. Je ne sais pas si ça va marcher sur Windows 10. On peut essayer. Est-ce que j'ai le poste de travail qui est disponible ici? Je ne suis pas sûr. Ah, publicité. Alors, rendez-vous dans l'onglet prévention de l'exécution des données. Est-ce que ça existe ça sur Windows 10? Prévention de l'exécution des données. Non, ça n'a pas l'air d'être disponible. Jérémy, là, il faudrait que vous puissiez me donner un peu plus de précision si vous voulez bien. Donc, votre système d'exploitation, si vous pouvez me remettre le message d'origine, parce que là, je l'ai complètement oublié en passant à la suite de votre question. Donc voilà, si vous voulez bien remettre tout ça et on voit ça tout à l'heure. Donc, si vous pouvez me préciser le jeu, enfin le ou les jeux auxquels vous voulez jouer, votre système d'exploitation et le message que vous rencontrez. Merci, Jérémy. Alors, ajouter un filigrane à vos photos. D'accord. Et le faire en masse. Alors, est-ce que le logiciel que j'avais conseillé permettrait de le faire? Alors, est-ce qu'avec Picasa, on ne pourrait pas le faire, tout simplement? Parce que ce serait aussi simple. Ce serait aussi simple. Alors, est-ce que mon écran est partagé? Non. Alors... Ajouter un filigrane à ces photos dans Picasa, donc ça doit être directement disponible, donc ça va simplifier la tâche. Outils, options, album web, ajouter un filigrane. Ok. Alors, vous vous rendez dans Picasa, vous sélectionnez le dossier dans lequel vous avez vos photos. Donc Picasa n'est plus disponible aujourd'hui, mais vous devriez pouvoir le trouver. Alors on va regarder si sur Ninit il est encore disponible, et sinon il est disponible en téléchargement sur le site Comment ça marche. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors on va regarder rapidement sur Ninit. C'est un peu compliqué ce matin. Ninit.com, voilà. Alors est-ce que Picasa est disponible ici? PICASA. Non, il n'est plus disponible. Donc, il faut que vous vous rendiez sur Google. Ensuite, vous tapez Picasa. Voilà. Et là, à partir de commentsamarche.net, vous devriez pouvoir récupérer Picasa puisqu'il n'est plus disponible sur le site de Google. Donc, si vous souhaitez utiliser et continuer d'utiliser Picasa, je vous conseille à toutes et tous, de le récupérer dès maintenant parce que je ne sais pas combien de temps il va être encore disponible. La dernière version est disponible au téléchargement là, donc c'est la version 3.9. Moi je l'ai téléchargé, je l'ai mis dans ma bibliothèque de logiciels. Je vous conseille de faire de même parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. Donc vous téléchargez Picasa. Une fois que vous avez téléchargé Picasa, donc vous le lancez, il va trouver vos photos. À partir de là, donc je vais sélectionner mes photos parce que j'ai aussi des vidéos, donc je ne vais sélectionner que mes photos. Voilà. Ensuite, je vais aller dans Outils, je vais aller dans Options, je vais aller dans Album Web et je vais choisir Ajouter un filigrane pour les transferts de photos. Mais ça m'arrange pas parce que j'ai pas forcément envie de transférer mes photos. Parce que là, c'est juste quand il transfère les photos qu'il ajoute un filigrane. Et vous, je suppose que vous souhaitez le mettre en permanence. Donc on va regarder. On va regarder si on peut faire autrement. Ajouter un filigrane dans Picasa. Alors ça, c'est pareil, c'est pour les albums web. Ajouter une signature à une photo avec Picasa. Voyons voir ce qu'il va nous recommander. Ouvrez Picasa dans la fenêtre principale, sélectionnez une ou plusieurs photos dans la bibliothèque, cliquez sur exporter. Waouh. Ah, intéressant. Alors, voyons voir. Je suis dans Picasa. Est-ce que j'ai exporté? Oui. Donc là, j'ai sélectionné mes photos. Donc j'étais dans Picasa, j'ai sélectionné mes photos. Elles apparaissent ici. Je vais choisir exporter. Et je vais choisir ici donc l'endroit où je souhaite exporter mes photos. Donc par exemple, dans un dossier du bureau. Créer un nouveau dossier. On va mettre test export filigrane. Voilà, je vais sélectionner ce dossier, je vais cliquer sur OK. Et là,
Là, je vous conseille de cliquer sur utiliser la taille d'origine pour conserver la taille de votre photo. Nom du dossier exporté, on va laisser brut par exemple. Qualité d'image, on va mettre automatique. Préserve la qualité d'origine de l'image, voilà, parfait. Vous choisissez ajouter un filigrane. Apposez votre nom, un domaine ou un copyright. Vous mettez... apparemment, vous ne pouvez pas choisir d'image. Vous ne pourrez mettre que un nom. Vous cliquez sur exporter. Là, il est en train de traiter la manipulation. On va voir si ça se passe correctement. Voilà, donc là c'est terminé. Il a créé le dossier, les images sont ici. Et si je clique 2 fois dessus, eh bien il a ajouté en bas à droite le texte que j'avais indiqué. Voilà, donc ça c'est une première solution. Donc j'ai mis Toto, vous auriez pu mettre Tata ou autre chose évidemment. Et là, bien sur toutes les photos, il a rajouté en bas à droite le nom que l'on a saisi dans l'export. Bon, c'est une première piste, même si c'est vrai que c'est une piste qui est limite, puisque la personne pourra récupérer vos photos et éventuellement les recadrer. Je ne sais pas à quel endroit vous souhaitiez mettre un filigrane. Est-ce que c'était quelque chose en plein milieu de l'image, en surimpression ou non? Là, il faudra voir éventuellement à faire autrement. Voilà. Donc, si ça vous convient, n'hésitez pas à le dire, Kevin. Et puis, si vous voulez ajouter autre chose, il faudra éventuellement trouver soit un autre logiciel pour le faire, soit autre chose. Voilà. Alors, Jérémy, merci d'avoir reprécisé. Désolé pour pour les petits cafouillages. Alors, le jeu c'est Battlefield, très bon choix. Et oui, c'est bien mon PC. Je l'ai désinstallé et réinstallé, mais cela n'y a rien changé. Je suis sous Windows 7. Le message est veuillez ouvrir une session avec les privilèges du gestionnaire et réessayer en faisant clic droit exécuter. Exécuter en tant qu'administrateur, cela n'a rien changé. J'ai cherché une mise à jour, supprimer, mais je ne sais pas trop quel cela serait. Après, je me demande avec quel lecteur lire le jeu, car il n'est peut-être pas lu par le bon. Alors, donc si vous avez installé Battlefield, donc Windows 7, Battlefield, pourquoi est-ce que ça se lancerait pas? Donc, est-ce que vous avez vu que quand je vous ai montré la fois précédente, dans mon dossier Battlefield, j'avais différents exés. Alors, est-ce que vous avez essayé avec les différents exés de... qui fait Battlefield? Oh, purée. C'est pas beau à voir quand j'ai pas suffisamment dormi. Alors, Battlelog. Ah, Battlefield 4, c'est dans Origin Game, d'accord. Alors, Origin Game, Battlefield 4. Donc, dans le dossier Battlefield 4, il y a plusieurs exécutables. Et là, si par exemple je fais un clic droit sur celui-ci et que je choisis propriété, compatibilité. Alors voilà, vous pouvez essayer de faire ça. Je pense que sur Windows 7, vous allez avoir aussi l'option, c'est de faire un clic droit sur le point exe, de choisir propriété et de choisir compatibilité et de choisir exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Vous cliquez sur OK et vous allez le faire pour tous les programmes exe qui se trouvent dans le dossier Battlefield par exemple. Même le dossier de Punkbuster qui est ici, pour voir si ça va solutionner votre problème. Après, c'est vraiment pas normal si vous venez de réinstaller votre ordinateur et que vous avez ce message-là. En théorie, si vous avez réinstallé votre ordinateur, donc vous avez les droits d'administrateur, et si vous ne pouvez pas le lancer, il y a peut-être un souci. Avec quoi, là, je ne saurais pas trop vous dire. Je vais regarder à nouveau le message que vous avez, donc... Veuillez ouvrir une session avec les privilèges du gestionnaire. Donc on avait regardé ça. Alors que dit Microsoft sur le sujet? Je ferme les différents onglets pour pas avoir trop de choses ouvertes. Alors, j'ai exactement le même problème depuis la mise à jour Windows 10. Donc, c'est pas votre problème vu que vous êtes sur Windows 7.
Ah oui, voilà, d'accord. Donc il y avait des soucis de mise à jour. Il faut désinstaller les mises à jour du Windows Update et désactiver Windows Update. Ouais, rien que ça. J'ai eu un problème juste après une de ces dernières mises à jour. Je les ai toutes désinstallées. J'ai redémarré l'ordi et ça a marché. Ça prend environ 1 heure pour redémarrer l'ordi à cause des désinstallations des mises à jour. On n'a pas besoin de désinstaller le jeu. Le problème est avec Windows. La mise à jour que j'ai désinstallée sont. Alors, il est possible qu'une seule de ces mises à jour pose problème. J'ai essayé de redémarrer entre chaque désinstallation. Ça aurait été trop long, d'accord. Alors, j'ai pu affiner la mise à jour. Voilà, une de ces deux-là. Donc, Jérémy, est-ce que vous aviez essayé de désinstaller les mises à jour comme je vous l'avais indiqué? J'espère que oui. Donc, essayez de désinstaller ces deux mises à jour-là. Soit la KB 308 70 38, pardon, soit la KB 308 62 55. Donc vous essayez de désinstaller ces deux mises à jour là. Vous pouvez faire une mise à jour de votre carte graphique et vous pouvez aussi essayer le clic droit propriété exécuter en tant qu'administrateur. Et là, qu'est-ce qu'ils avaient indiqué sur le comment ça marche? Il me semble que c'était par rapport à une désinstallation de mise à jour aussi. Bon là, les fonctionnements ont l'air d'être OK avec les désinstallations de mise à jour. Et là, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, voilà, ils parlent tous de la désinstallation de la mise à jour. Donc vous essayez de désinstaller les deux mises à jour en question, qui sont ces deux-là. Apparemment, c'est plutôt celle-là, mais essayez de désinstaller les deux, comme ça ce sera fait. Et voilà. Donc une fois que vous avez désinstallé la mise à jour, vous redémarrez votre ordinateur, vous faites les trois manipulations là que je vous ai indiquées avec le clic droit exécuté en tant qu'administrateur et éventuellement donc on regardera à nouveau si toutefois c'est pas bon. Voilà Jérémy. Essayez tout ça en tout cas pour voir. Alors, une question de Pierre. Bonjour Pierre, bonjour Cédric, comment allez-vous ce matin? Suite à ce que vous me disiez hier, pouvez-vous me montrer le fonctionnement du dongle Bluetooth? Merci. Tout à fait Pierre, vous avez bien fait de le repréciser. Je vais changer la direction de ma barre des tâches. Voilà, la voici, la voilà. Clic droit, verrouiller la barre des tâches. Alors, donc en théorie, le Bluetooth, vous devez avoir un petit icône quand vous cliquez sur le... Ah, je vais pas partager mon écran, ça va être compliqué. Voilà. Voilà, ça je vais le réduire, ça je vais le fermer et ça je le ferme aussi. Donc en bas à droite, dans le petit triangle dans la zone de notification, vous devriez avoir le symbole Bluetooth. À partir de là, en théorie, vous devriez pouvoir cliquer sur le menu démarrer, choisir paramètres, aller dans périphérique et à partir de là, vous avez Bluetooth qui se trouve ici. En théorie, vous avez tout ça puisque vous avez en théorie, votre Bluetooth d'activer sur votre portable. Alors là, pour l'instant, je n'ai aucun périphérique Bluetooth qui est allumé. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer donc sur mon téléphone avec la caméra. J'espère que vous verrez quelque chose. Donc, sur mon téléphone, voilà. En haut, quelque part, il doit falloir que j'active le Bluetooth. Donc j'ai fait descendre la barre qui est ici. Et à cet endroit-là, vous devez avoir voilà, le symbole du Bluetooth que je vais activer. Donc il faut que vous activiez le Bluetooth sur votre téléphone. Une fois que vous avez activé le Bluetooth sur votre téléphone, en théorie, je vais repartager mon écran et on va regarder dans les périphériques. Il devrait trouver mon téléphone. Alors, je vérifie juste que j'ai bien activé le Bluetooth. Bluetooth, ok.
Alors, je reclique sur Bluetooth, paramètres avancés, Bluetooth, envoyer, recevoir des fichiers via Bluetooth. Donc, on va cliquer là-dessus. Je suppose que c'était pour voir par rapport à vos photos. Donc, on va faire recevoir des fichiers. Vous devez... Alors là, il faut d'abord qu'il trouve mon périphérique. Alors, voyons voir. J'ai l'impression que le Bluetooth n'est pas allumé sur mon téléphone, ce qui est un petit peu ennuyeux, parce que je pensais l'avoir activé. Alors, vous pouvez essayer ici de cliquer sur paramètres Bluetooth avancés et choisir autoriser les périphériques Bluetooth à détecter mon PC. Ça, vous pourrez le décocher éventuellement si vous ne voulez pas, mais ça veut dire que les différents périphériques Bluetooth devraient être en mesure de détecter le PC. Donc moi, quelque part, il faut que je regarde où c'est parce que je n'utilise jamais cette fonction. Dans les paramètres, je dois avoir le Bluetooth. Alors... Voilà, donc il a fini par reconnaître mon téléphone qui est là. Donc je vais cliquer dessus et je vais choisir jumeler. Et à partir de ce moment-là, il va me donner un code qu'il va falloir que je tape. Le code PIN correspond-il à celui-ci 0450. Voilà, donc je vais mettre oui puisque c'est le code qui vient d'apparaître sur mon téléphone. Donc je clique sur oui et je clique sur se connecter sur mon téléphone. Et là, en théorie, les deux périphériques vont s'appairer, c'est-à-dire qu'ils vont se reconnaître une première fois. Et en théorie, ensuite, vous n'aurez plus besoin de le faire. Alors, Pierre, ce que vous pouvez déjà nous préciser, c'est de savoir est-ce que ça a fonctionné de votre côté. Parce que là, bon, je ne sais pas si ça a fonctionné, parce que là, ce n'est pas... Ah non, bon, ça a l'air d'être bon. Et si je vais dans l'explorateur de fichiers, est-ce que mon téléphone apparaît? Pas du tout. Alors peut-être il faut un petit peu de temps avant que ça apparaisse. Faut pas être pressé avec le Bluetooth. Le câble c'est bien. Alors Smart Lock. Est-ce que mon téléphone serait bloqué? Ah voilà. Alors donc sur mon téléphone, il y avait une manipulation à faire. Ajouter cet appareil en tant qu'appareil fiable pour que ça fonctionne. Alors, afficher un code PIN. Donc, insérer le code PIN. Est-ce que c'est le code PIN de tout à l'heure? Alors là, je m'en souviens déjà plus. Bon, je vais mettre un code PIN n'importe lequel. 1, 2, 3, 4 fois 0. Je vais choisir suivant. Alors, PIN incorrect. Désolé, essayez encore. Donc ça doit être le code PIN qu'il m'a donné tout à l'heure, mais sauf que je m'en souviens plus. Et là, si je vais dans l'explorateur de fichiers, il n'a toujours pas mon téléphone, d'accord. Pourtant, il me dit que le périphérique est connecté. Et là, il ne se passe rien sur mon téléphone. C'est fantastique, j'adore. Allez, supprimer le périphérique, on ne va pas s'ennuyer trop longtemps. Voilà. Et on va le rechercher. Donc voilà, prêt pour le jumelage. On va choisir jumeler. Donc le code, je vais le noter cette fois-ci. Je ne vais pas me faire avoir. Donc 248 66 2. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur se connecter sur mon téléphone. Là, je vais cliquer sur oui. Ensuite, il y a le Smart Lock qui apparaît sur mon téléphone. Je vais ajouter cet appareil en tant que fiable. Il me demande le code PIN, je le saisis. Donc 248 66 2. Je clique sur suivant. Et il me dit que le code PIN n'est pas bon. Ah, mais c'est peut-être le code PIN de quoi? Qu'est-ce que c'est que ce code PIN? Ah, c'est le code PIN du téléphone, pardon. Ça n'a rien à voir avec l'appairage Bluetooth. C'est juste le code PIN si vous avez un code sur votre téléphone. Donc, ajouter l'appareil fiable, je clique sur oui, ajouter. Et là, en théorie, ça doit être bon. Voilà. Donc là, on s'aperçoit bien, que mon téléphone est connecté. Et alors là, est-ce que j'ai la possibilité dans l'explorateur de fichiers de le voir?
ou non. Mais je devrais avoir la possibilité d'envoyer des fichiers, je suppose, maintenant, avec le petit icône Bluetooth qui est là. Recevoir un fichier. Voilà pourquoi j'utilise le câble. Voilà, donc là on se demande pourquoi il continue de chercher. Et là on se demande pourquoi je peux rien faire d'autre. Alors, j'ai cliqué sur envoyer ou recevoir des fichiers via Bluetooth. On va dire recevoir des fichiers. Et là, vous devez voir le transfert de fichiers commencer dès que quelqu'un commence à transmettre des fichiers depuis son ordinateur ou son périphérique Bluetooth. Donc ça doit se passer, j'imagine, depuis le téléphone pour envoyer des photos. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas consulter le répertoire du téléphone. Peut-être dans les paramètres, il y a quelque chose à modifier dans les paramètres du téléphone ou dans les paramètres Bluetooth. Je suis en train de regarder dans le téléphone, mais il n'y a rien de spécial. Partage de connexion, partage de connexion. Alors, si je ferme ça et que je le réouvre, donc là, j'ai pas mon téléphone. Si je vais sur Bluetooth, j'ai mon téléphone. Et là, je peux rien faire de spécial, quoi. Super. Alors, essayons plutôt que de recevoir, on va essayer d'envoyer des fichiers pour voir si ça marche. Alors, sur le téléphone, suivant, nom du fichier. On va aller dans OneDrive, on va aller dans Documents, fond d'écran. Je vais envoyer ce fichier, ouvrir, suivant. Donc là, il est en train d'envoyer le fichier. Il va y en avoir pour 3 jours et demi. Je sais même pas où il va arriver. Enfin bref, c'est pas... quelle catastrophe. Ah, des fois ça se passe bien et des fois ça se passe pas bien. Et quand ça se passe bien et quand ça se passe pas bien et que je suis fatigué, ça m'énerve assez rapidement. Surtout que là, à l'envoi, on est d'accord que ça avance pas, donc il doit se passer quelque chose. Sur mon téléphone, il n'y a rien de spécial. Mes fichiers reçus, prêts à se connecter. J'ai rien dans la bibliothèque des fichiers reçus sur mon téléphone. Alors, Windows n'a pas pu transférer certains fichiers. Vérifiez que la connexion Bluetooth fonctionne correctement et que votre ordinateur est à portée. Ok, donc là, ça marche pas. Peut-être qu'il faut redémarrer l'ordinateur. Là, je ne vais pas pouvoir le faire. En tout cas, je vais pas non plus passer ma demi-journée là-dessus. Hop, voilà. Transfert annulé par l'utilisateur. Bon. J'avais le souvenir qu'avec le Bluetooth, on avait la possibilité de voir l'intégralité du téléphone et de transférer comme ça. Je ne sais pas si ça va se passer. Pierre, ce que vous pouvez me dire, c'est est-ce que avec les explications du début que je viens de vous donner, vous avez réussi à connecter vos deux appareils? Si c'est le cas, c'est bien. Sinon, vous pouvez donc redémarrer l'ordinateur pour voir si ça va changer quelque chose. Et après, regardez dans les paramètres de votre téléphone pour voir si vous devez autoriser certaines connexions ou pas. Moi, sur le mien, il ne se passe pas grand-chose. Malheureusement, j'ai pas de... Je suis en train de regarder s'il y a des choses qui pourraient me parler. Dans les paramètres, le Bluetooth, il n'y a rien de particulier sur le Bluetooth. Non. Donc là, en ce qui me concerne, ça sera le câble. Et bien que je vois le Bluetooth de connecté, mais voilà, les résultats sont vraiment pas concluants du tout. En tout cas, dites-moi Pierre si ça a solutionné un peu votre problème et si vous avez réussi à voir au moins votre téléphone avec les éléments que je vous ai indiqués. Si ce n'est pas le cas, indiquez-moi les manipulations que vous avez faites
Et comme ça, voilà, voir à quel moment vous êtes bloqué et ce que vous souhaitez faire en étant connecté en Bluetooth. Merci Pierre. Alors, est-il possible de faire du partage d'écran sur Windows 10? Si oui, comment faire? Mais après, je ne vous embête plus. Alors, du partage d'écran. Partager son écran, comment ça? Avec qui? Je ne comprends pas bien votre question. Le partage d'écran sur Windows 10. Partager son écran. Voilà, si vous pouvez aussi m'apporter des précisions là-dessus, et on verra ça plus tard. Qu'est-ce que vous entendez par partage d'écran? Quelle heure est-il là? Je suis fatigué, il est 11h55. Je vais reprendre quelques questions. Une question de Charles. Oh là là, je sens que ça va être la galère là. Bonjour Cédric, suite à ma demande d'hier au sujet de ma clé USB qui ne marche pas sur mon PC, après avoir enregistré un film avec VLC, ça fonctionne. Parfait. Clé USB branchée sur l'adaptateur TNT HD, pas sur la télé, trop ancienne. Ah d'accord, merci pour vos conseils. Super Charles. Merci pour le retour. Donc content que ça fonctionne avec VLC. Voilà, ça devait être un problème de codec qui vous manquait et le VLC doit embarquer les codecs nécessaires à ce que vous puissiez visionner les choses. Donc c'est parfait. Et d'accord, je comprends mieux. C'est pas sur votre télé que vous branchez votre clé USB, mais sur votre adaptateur TNT. Ok, et ben c'est super, Charles. Je suis content que tout fonctionne. Il y a enfin quelque chose qui fonctionne ce matin. Merci pour votre retour. Bonjour André, bonjour Cédric. J'ai vu hier pour faire des vidéos, le meilleur logiciel est Nero 9 à télécharger sur leur site A+. Alors, le meilleur logiciel est Nero 9 pour faire des vidéos. André, je suis pas sûr. Nero 9 étant un logiciel pour graver, je suis pas sûr que ce soit un logiciel pour faire du montage vidéo. Mais peut-être ce n'est pas à ça que vous faites référence. On va regarder si Nero 9 est un logiciel pour faire du montage, parce que peut-être aussi que... Alors, Nero 9... Voilà, Nero 9, c'est un logiciel pour graver. Donc, on ne doit pas parler de la même chose. Peut-être vous parlez de graver des vidéos, et auquel cas, je vous conseille plutôt CD Burner XP, qui est un logiciel gratuit qui fonctionne très bien. Mais voilà, si vous parlez du meilleur logiciel pour faire de la vidéo, Nero 9, ce n'est pas un logiciel pour faire du montage vidéo, mais c'est un logiciel pour graver. Raymond, bonjour Cédric, je viens d'avoir un PC portable et j'aimerais le mettre en réseau avec mon PC de bureau. Avec mon PC de bureau, d'accord, mes essais ne sont pas concluants, pouvez-vous m'aider? On a déjà parlé de ça dans un demande à Cédric quotidien. Je ne sais plus qui, est-ce que c'est Ariane qui avait besoin de partager ça? Elle avait 2 ordinateurs aussi. Et donc les 2 pistes que j'avais indiquées, je vous inviterai à aller regarder les demandes à Cédric et on fera éventuellement donc un complément directement sur le forum parce que là ça va être compliqué de vous l'expliquer dans le peu de temps qui reste. Mais allez voir dans les demandes à Cédric, je ne sais plus lequel est-ce, et regardez partage. Donc moi j'avais proposé plusieurs solutions. C'était soit la synchronisation avec Dropbox, mais c'était pour les fichiers, ou alors d'utiliser le groupe résidentiel qui vous permet de partager certains dossiers avec les ordinateurs qui font partie du même groupe résidentiel. Alors après, vous ne partagez pas forcément, vous ne parlez pas forcément de partage de dossiers, mais juste de mise en réseau. Mais je suppose que ça doit vouloir dire un partage entre les deux, parce que la mise en réseau, sinon, elle se fait soit par l'intermédiaire du Wi-Fi et de votre box, soit par l'intermédiaire d'un câble que vous branchez derrière celle-ci. Donc si vous voulez juste m'apporter cette précision, ou sinon éventuellement on continue sur le forum, Raymond, parce que là ça va être un peu compliqué, ou alors on voit ça demain, parce que là il est pas loin de midi. Donc sinon vous pouvez regarder les demandes à Cédric quotidien, donc où j'ai parlé de ça, donc par l'intermédiaire, soit si vous souhaitez synchroniser des fichiers ou des dossiers par l'intermédiaire de Dropbox, ou alors eh bien, de créer un groupe résidentiel. Donc sur Windows 10, je ne sais plus tout à fait où ça se passe, enfin d'ailleurs je ne sais pas du tout puisque je ne l'ai jamais fait, on va regarder ensemble.
Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Groupe résidentiel. Donc quand vous êtes dans Windows 10, vous cliquez sur le menu démarrer, vous commencez à taper groupe et vous allez avoir groupe résidentiel qui apparaît. Et ici, à partir de là, vous allez avoir la possibilité de créer un groupe résidentiel. Donc je ne vais pas le faire parce que ça risque de faire sauter mes paramètres réseau et moi j'ai pas envie parce que je passe par une autre technique, par mon disque dur réseau. Et donc là, vous pouvez créer un groupe résidentiel. Ça va vous donner un mot de passe que vous pourrez mettre sur les autres ordinateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous créez un groupe résidentiel, il faut que tous les ordinateurs soient allumés, évidemment, pour que vous puissiez faire des partages. Et ensuite, une fois que vous aurez créé votre groupe résidentiel, vous choisirez comment modifier les paramètres de partage avancés. Et éventuellement, vous pourrez partager des dossiers en faisant clic droit partager, me semble-t-il. Et là, vous devriez avoir clic droit partager avec. Et là, vous devriez avoir le groupe résidentiel qui apparaît à cet endroit-là. Et donc, toutes les personnes du groupe résidentiel qui sont connectées. Donc, lorsque vous allez faire votre groupe résidentiel ici, il va vous donner un mot de passe très compliqué qu'il faudra mettre sur l'autre ordinateur. Et en théorie, il devrait voir votre ordinateur, enfin, vous devriez voir vos ordinateurs au sein de ce même groupe résidentiel. Donc, vous avez cette possibilité-là, et vous avez également la possibilité donc soit de Dropbox pour partager des dossiers ou des fichiers. Ça va vraiment dépendre de ce dont vous avez besoin. Donc vous pouvez essayer ces premières pistes et sinon vous pouvez aussi poser une question sur le forum et j'y apporterai plus de précision ou alors reposer votre question demain avec un petit peu plus d'affinité pour que je puisse vous répondre plus précisément. Voilà Raymond. Allez, je vais regarder si des personnes... Alors Roger, bonjour Roger. Bonjour au Québec. Alors bonjour, Photofiltre fait le même travail, super facile, je l'utilise moi-même. Bonne journée. Alors je suppose que c'était en rapport avec la question sur le filigrane, donc peut-être que Photofiltre le fait. Après, il me semble que la dernière fois que j'ai essayé de télécharger Photofiltre, j'ai récupéré des logiciels malveillants, donc là je ne vais pas le faire, mais juste au moins regarder si je trouve Photofiltre. Si Google veut bien se lancer. Bon, on s'en fout. Photofiltre. Oh là 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 là. Ce matin, rien ne va. Mon ordinateur. Tout le monde est fatigué aujourd'hui. Je suis allé tout seul à l'anniversaire. J'ai l'impression que mon ordi il est venu avec moi. Alors, Photofiltre. Alors, Photofiltre. Ouais. Bon, peut-être. Peut-être que ça va. Version française. Au format zip. Ah, une version portable. Alors, si je télécharge la version portable de Photofiltre. Téléchargement. Photofiltre. Extraire. L'extraction est en cours. Voilà, Photofiltre. Il est là, Photofiltre. Alors, oh là là, je vais pas forcément trouver facilement comment faire un filigrane. Ah, quoi qu'il y avait copyright. Alors, est-ce que OneDrive, document, fond d'écran. Alors, ici on est là. Ensuite, où est-ce que j'ai vu copyright. Donc là, c'est pour ajouter un copyright. Est-ce qu'on peut ajouter une image? Bon, il faudra chercher. Donc, je ne sais plus si c'est Kevin qui avait posé la question concernant les filigranes. Vous pouvez essayer de télécharger Photofiltre. Je l'ai fait un petit peu rapidement là tout à l'heure. Mais vous vous rendez sur Google, vous tapez Photofiltre. Vous arrivez sur le site Photofiltre qui se trouve ici. Vous récupérez la version portable. Comme ça vous évite de récupérer des logiciels malveillants. Une fois que vous l'avez téléchargée, elle arrive dans votre dossier téléchargement. Sauf si vous avez changé le répertoire des fichiers d'export. Vous arrivez avec un fichier compressé. Vous choisissez clic droit, extraire tout. Ensuite, ça vous extrait tout dans un dossier. Dans ce dossier-là, vous lancez Photofiltre 7. Et à partir de là, vous pourrez peut-être retrouver...
on pourra regarder éventuellement demain comment faire un filigrane sur plusieurs photos. Voilà. Allez, je vais... Quelle heure est-il ? 12h05. Merci Roger en tout cas pour cette astuce. J'espère que ça permettra à... Alors, complètement partager son écran par exemple quand on enregistre une vidéo. Pierre, je suis désolé, mais ça ne m'aide pas plus. Complètement partager son écran, par exemple, quand on enregistre une vidéo. Non, non, je suis désolé, la Pierre, ça ne me parle pas du tout de partager son écran. En général, partager son écran, c'est pour le partager avec quelqu'un d'autre, mais voilà, enregistrement, partage, non, ça ne me parle pas. Votre question, il faudra la reformuler parce que, voilà, je suis désolé Pierre, mais ça ne me parle pas. Bon, il reste beaucoup de questions. Je regarde s'il y a des personnes à qui je n'aurais pas encore répondu, pardon. Silverkeep, salut. Flash du BIOS. Faut-il mettre à jour le BIOS ? Comment faire une mise à jour du BIOS ? Quel logiciel est idéal pour mettre à jour le BIOS à partir d'Internet en toute simplicité ? Je suis fatigué. Alors, pour mettre à jour le BIOS, il faut savoir que c'est une opération qui est très délicate, parce que si vous ratez cette opération, si l'ordinateur s'éteint, la carte mère peut être terminée, c'est-à-dire fini la carte mère, fini l'ordinateur. Donc c'est vraiment une opération à faire si vous êtes pas loin d'être un expert. Ensuite, il faut vous rendre sur le site du constructeur de votre carte mère et trouver à la fois le fichier BIOS de dernière version et le logiciel qui permet de flasher, parce que ça dépend de chaque constructeur à son utilitaire de flashage du BIOS. Si vous avez une carte mère récente, il y a de fortes chances qu'il y ait des utilitaires qui soient directement sous Windows, c'est-à-dire vous êtes sous Windows, vous lancez un exécutable, il vous dit quel est le fichier, vous sélectionnez le fichier, vous cliquez sur OK, il met à jour, votre BIOS est à jour. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est un utilitaire qu'il faut démarrer lorsque vous démarrez le PC. Vous mettez le fichier du BIOS sur une clé USB et lorsque vous êtes dans le BIOS, vous dites mettre à jour le BIOS par l'intermédiaire d'un périphérique externe, donc notamment la clé USB sur lequel vous avez mis le fichier BIOS. Et il met à jour le BIOS. C'est à ce moment-là qu'il faut prier pour ne pas qu'il y ait de coupure de courant. Voilà, donc c'est quand même une opération qui est délicate et qui est spécifique à chaque constructeur de carte mère. Donc il faut que vous regardiez la carte mère que vous avez, vous vous rendez sur le site du constructeur. À partir de là, vous devriez avoir une section dans la partie téléchargement, une fois que vous avez identifié votre carte mère, une section BIOS. Et dans cette section BIOS, vous aurez plusieurs choses. Vous aurez à la fois donc, le logiciel qui vous permet de mettre à jour votre BIOS, qu'il soit sous Windows ou directement à partir du BIOS, et votre fichier BIOS avec la dernière version. Donc avant de mettre à jour votre BIOS, vérifiez bien que vous n'avez pas déjà la dernière version, en fonction de la date à laquelle vous avez acheté votre carte mère, ou si elle est plus récente, ou s'il y a eu des mises à jour. Voilà, vous vérifiez bien tout ça, et sinon il n'y a pas de logiciel, enfin pas à ma connaissance en tout cas, mais c'est pas quelque chose que je fais fréquemment parce que je le fais vraiment à reculons quand je dois le faire. Voilà, c'est chaque constructeur a son logiciel spécifique et parfois d'ailleurs il y a des logiciels spécifiques en fonction des cartes mères puisque certains constructeurs ont des vieilles cartes mères et ils n'utilisent pas les mêmes logiciels pour leurs cartes mères récentes et pour leurs anciennes cartes mères. Voilà Silverkeep, c'est dans cette direction-là que vous devez rechercher. Première étape, identifier votre carte mère. Donc ça, vous pouvez le faire avec CPU-Z. Et une fois que vous savez quelle est votre carte mère, vous allez sur le site du constructeur, vous cherchez le modèle spécifique de votre carte mère. À partir de là, dans les pilotes, vous cherchez donc dans le téléchargement pilote, vous regardez dans BIOS et vous devriez trouver les éléments et à la fois, j'espère, le mode d'emploi pour vous indiquer exactement comment faire. Voilà Silverkeep. Ça dépend de votre carte mère. Allez, Max. Bonjour Max, bonjour Cédric, merci. Windows 7 professionnel, système d'exploitation 64 bits, indice de performance Windows 5.2, d'accord. Connecté par ligne cuivre, fournisseur d'accès free, test de speed test, je confirme qu'il s'agit bien du débit descendant.
Donc en fait, à chaque fois qu'entre 23 et 20, entre 11 h et minuit, chez vous, votre débit chute un peu. Là, honnêtement, le plus simple, c'est de faire le 3244, qui est la ligne d'assistance de Free, et de leur poser la question. Ils pourront, ils pourront certainement mieux vous répondre, parce qu'à la fois, ils ont leur... Enfin, ce qui m'étonne, c'est que ça arrive tout le temps entre 23 et 24 heures. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est redémarrer votre box. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette manipulation de redémarrer votre box ou alors de la réinitialiser complètement pour voir si les problèmes surviennent au moment où la box se réinitialise. Parce qu'elle doit se réinitialiser une fois toutes les 24 heures, me semble-t-il. Et auquel cas, est-ce que c'est à ce moment-là que vous auriez des chutes avant ou après? Je ne sais pas. Et sinon, le mieux, c'est de les contacter. Bon, dans un premier temps, 3244, vous n'allez pas forcément avoir des gens qui seront forcément... au top du top, mais qui pourront au moins vous dire est-ce que c'est normal qu'il y ait des taux de charge à ce moment-là, que votre débit baisse à ce moment-là, et éventuellement soit vous envoyez un technicien pour vérifier si ça vient de chez vous, ou éventuellement si ça vient de chez eux, ou si ça vient de la ligne entre France Télécom et chez vous, puisque c'est France Télécom qui est responsable des lignes, ou si ça vient de leurs équipements du côté. Mais bon, ça paraît tellement incroyable si vous avez fait ce constat sur, bon, peut-être pas sur plusieurs jours, mais que si à chaque fois c'est entre 11 h et minuit que vous avez cette baisse de débit, voilà, peut-être il faudra regarder si votre voisin télécharge des vidéos à ces heures-ci. Mais en tout cas, voilà, le mieux c'est de vous rapprocher de chez Free parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens à part les tests que vous avez fait. Comme je vous l'avais indiqué précédemment, de faire un petit tableau et de leur dire voilà, j'ai telle baisse de débit à telle période. Comment ça se fait? C'est eux qui pourront vous expliquer, c'est eux qui ont les données, c'est eux qui voient la charge de leur réseau au moment où vous avez fait les tests et c'est eux qui pourront vous aider par rapport à ça. 3244, c'est l'assistance de Free. Voilà Max, désolé de ne pas pouvoir faire plus, mais c'est impossible d'avoir les données techniques du fournisseur d'accès Internet. Et eux seront plus en mesure de faire les choses. Voilà. Sébastien, merci pour le site, on va sortir. Cool Sébastien, content que si vous vous êtes inscrit. Je regarde si je n'ai pas pris certaines personnes. Alors, Jérémy. Que nous dit Jérémy? Quelle heure est-il? 12h12. On est bientôt à Marignane. 15h15. Hop, hop, hop. Alors, exécuter en tant qu'administrateur, cela ne fait rien. D'accord. J'ai cherché une mise à jour à supprimer, mais je ne sais pas trop laquelle. Ce serait, après, je me demande avec quel lecteur lire le jeu, car ce n'est peut-être pas le bon. Non mais... Alors, Jérémy, il n'y a pas de lecteur pour lire un jeu. Vous avez un point .exe. Un point .exe, ça veut dire que c'est un fichier qui est exécutable et où les données sont contenues au sein de celui-ci. Il y a pas, c'est pas comme pour lire une vidéo où vous pouvez le lire avec VLC, où vous pouvez le lire avec Media Player, où vous pouvez le lire. Là, c'est un package qui est autonome. Vous lancez Battlefield et tous les éléments sont dans Battlefield pour fonctionner. Il n'y a pas un autre lecteur qui vous permet de faire fonctionner Battlefield. Donc le clic droit exécuté en tant qu'administrateur, ça ne fonctionne pas, d'accord. Donc voilà, et après, il faut que vous supprimiez la mise à jour. Moi, je vous donne des pistes. Si là, les pistes les plus vraisemblables, c'était de supprimer donc la mise à jour qu'on avait regardée. Alors, ça y est, je vais plus me souvenir Je vais regarder si j'ai un historique. Alors, les privilèges, voilà, ça doit être ça. Voilà, donc là, il vous faut désinstaller certainement cette mise à jour-là, la KB 306, KB 308 62 55. Alors, je vais lancer un Windows 7 et on va voir si on la trouve ensemble, parce que, à mon avis, cette manipulation-là devrait résoudre votre problème. Ah, ça y est, c'est parti. Windows 7. J'espère que moi, il me l'avait installé, mais peut-être pas. Et vous pouvez aussi essayer, comme je vous le disais, de mettre à jour les pilotes de votre carte graphique si ce n'est pas déjà fait. Alors, est-ce que j'ai partagé mon écran? Sûrement pas. Voilà, c'est ça. Bon, je le repartagerai après. Je vais lancer Windows 7. Voilà. Que se passe-t-il? Alors, Raymond,
Ok Cédric, pas de problème, je vais rechercher, merci pour tout. Donc voilà, Raymond, soit vous mettez des précisions sur le forum pour m'indiquer exactement ce que vous souhaitez faire, et si c'est partager un seul fichier, si c'est partager un seul dossier, si c'est synchronisé entre les deux ordinateurs, si c'est voilà, si c'est faire ce genre de choses. Sinon, le groupe résidentiel vous permettra de partager des choses. Mais bon, regardez regardez par rapport à tout ça. Raymond, regardez par rapport aux demandes Astérix quotidien que j'avais fait, je sais plus dans lequel est-ce, mais voilà, regardez par rapport à ça. Bonjour Bernie, bonjour Cédric, bienvenue parmi nous, enfin là on va bientôt s'arrêter. Alors, la mise à jour en question, donc la première chose c'est est-ce que j'ai cette mise à jour. Donc comment est-ce qu'on avait fait, je me rappelle même plus. Donc on va faire un clic droit sur ordinateur, on va choisir propriété. Ensuite, on va choisir Windows Update. À partir de là, on va choisir afficher l'historique des mises à jour. Et là, donc, il faut qu'on recherche la mise à jour en question. Donc, je me souviens plus du nom. On va regarder à nouveau. J'ai toujours pas partagé mon écran. C'est pas bien. Il est tard, je suis fatigué. Alors, donc la mise à jour, c'est celle-ci. Donc, je vais la noter parce que sinon, je vais encore pas m'en souvenir. C'est donc la KB 308 62 55 308 62 55. Voilà. Donc, je vais retourner dans Windows 7 et vous montrer à quel endroit on est. Déjà, je vais voir si elle y est. Comme ça, ça évitera. Enfin, remarquez, je vais quand même vous montrer KB 308 62 55. Bon, déjà, ce qui est pas bon, c'est qu'il me la trouve pas. Alors, je recommence les manipulations parce que j'avais pas partagé mon écran. Vous cliquez sur le menu démarrer, vous faites un clic droit sur ordinateur, vous choisissez propriété. À partir de là, vous choisissez Windows Update. À partir de là, vous choisissez afficher l'historique des mises à jour, mais apparemment, donc ça n'était pas ça. Afficher l'historique des mises à jour, restaurer les mises à jour, masquer. Rechercher des mises à jour. Mince, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors ça, c'est pas la meilleure chose que j'ai faite. Alors, donc vous cliquez sur afficher l'historique des mises à jour. Ah non, je vais y arriver. Déjà, la dernière fois, je m'étais trompé. C'est sur mise à jour installée que vous devez cliquer. Donc là, vous allez arriver sur la liste de toutes les mises à jour qui sont installées sur votre ordinateur. Donc là, ça peut prendre un certain temps, le temps qui recherche. Et à partir de là, dans le champ de recherche en haut à droite, vous allez chercher la mise à jour en question, donc la KB 308 62 55. Donc on va regarder, on va le laisser terminer. Pendant ce temps-là, je vais prendre une autre question. Optimisons le temps. Raté. Je pense que je vais retourner directement me coucher. Alors, voilà, Jérémy. Alors, bonjour Alexandre, bonjour Cédric, comment installer CCleaner? Dans un demande à Cédric précédent, j'ai montré comment est-ce qu'on installait CCleaner, donc je vais vous laisser consulter ces demandes à Cédric précédents, comment faire. Vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez sur la page d'accueil qui devrait être ici dans le bandeau bleu. Vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Sinon, vous avez accès directement à votre espace membre et à partir de là, vous allez pouvoir survoler accueil espace membre, vous rendre dans demande à Cédric quotidien. Et là, donc, il y a un certain nombre de demandes à Cédric qui ont été faites. Je ne sais plus dans lequel on a parlé de CCleaner, mais il faut les rechercher. Donc, vous cliquez, on va aller, autant y aller dans l'ordre. Moi, je vais cliquer sur le 8. Ensuite, vous choisissez, vous tapez CTRL F, la touche de raccourci pour lancer une recherche. Et là, vous allez taper CCleaner. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir dans la retranscription CCleaner s'il apparaît. Mais là, vous voyez, il n'y a aucun résultat. Donc, ce n'est pas dans le 8 dans lequel on aurait pu en parler
C'est vrai que les jours s'enchaînent et ça passe vite. Alors, c'est pas dans le 5 non plus. Voilà, il vous faudra chercher. Donc, vous allez dans Demande à série quotidien et vous recherchez CCleaner. Est-ce qu'il n'y aurait pas CCleaner à cet endroit-là? Ça doit pas être cela. Là, je parle pas de l'installation dans celui-là. Enfin, il faudra que vous regardiez là où je parle de CCleaner et j'explique comment l'installer. Voilà, Alexandre, je vous laisse consulter ça. Je vais revenir donc par rapport au cas de Jérémy. Donc, voilà. Donc ici, il faut chercher la mise à jour qui s'appelle, donc on y va, KB 308 62 55. KB, ah oui, si je me trompe, 308 62 55. Bon, apparemment, moi, elle n'est pas installée sur mon Windows 7. En tout cas, il ne la trouve pas. Je vais patienter quand même. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Toujours un mystère. Oui, c'est bon. Toujours attendre. L'informatique, attendre. Patience. C'est plus ou moins facile si on a dormi, je trouve. Bon, en tout cas, je vais répondre à une autre question en attendant que ça se soit terminé. Alors, je l'ai trouvée et je suis en train de la désinstaller. Ah, super, Jérémy. Bon, du coup, je vais pas, si vous l'avez trouvée, je vais pas persister. Vous avez compris le principe et j'espère que ça va solutionner votre problème et que vous allez enfin pouvoir nous rejoindre dans la communauté de Battlefield. Voilà, Jérémy. Merci en tout cas pour votre retour. Silverkeep pour la mise à jour du BIOS. Bon, bah voilà, avec plaisir. C'est dans ces directions-là qu'il faut chercher. Je peux vraiment pas faire plus puisque c'est vraiment spécifique et en fonction de chaque carte mère. Attention, quand vous allez réaliser la manipulation, moi c'est toujours quelque chose qui me fait peur en me disant que je peux casser ma carte, enfin que je peux endommager le BIOS de ma carte mère. Mais bon, ça se passe très bien. Mais il faut juste être précautionneux, ne pas se tromper de fichier, vérifier bien que les versions, vérifiez bien que c'est pour votre carte mère parce que si vous mettez le BIOS d'une autre carte mère, ça risque de faire le même effet. Donc en théorie, il devrait vous dire ce BIOS n'est pas compatible avec la carte mère et ne pas vous autoriser à le faire. Mais dans le doute, vérifiez bien tous les points, point par point. Jackie, rebonjour. Rebonjour Cédric, je vous souhaite un bon week-end et reposez-vous. Eh bien Jackie, moi je vous dis à demain si vous voulez être parmi nous. J'espère que j'aurai un peu plus dormi que cette nuit. Je vais essayer de me coucher tôt ou alors de faire la sieste. André, je fais beaucoup de vidéos et de photos et j'utilise Nero car il fait des transitions et plein d'autres choses. D'accord André. Ok. Donc Nero fait aussi du montage vidéo et des transitions. D'accord. Eh bien écoutez, c'est une bonne information. Après, comme donc on parlait un petit peu de vidéos hier, il me semble que c'est Raymond qui avait évoqué le logiciel Magix. C'est vrai qu'il faut choisir un logiciel et après s'y tenir. Une fois qu'on maîtrise les techniques, autant continuer d'utiliser le logiciel que l'on souhaite. Après, si vous rencontrez certaines limitations avec le logiciel que vous utilisez, il faut éventuellement en utiliser un autre si vous souhaitez passer à un niveau supérieur pour faire des montages. Mais si celui que vous utilisez aujourd'hui vous satisfait, eh bien il n'y a aucune raison d'en changer. C'est pas parce que nous on va parler d'un autre logiciel qu'on va pouvoir faire des choses. Si vous n'en avez pas besoin, c'est inutile de changer. Vous avez vos habitudes, vous maîtrisez les choses que vous faites avec votre logiciel. Ce n'est pas la peine pour être à la mode de vouloir forcément changer. Voilà, en tout cas merci André, c'est quelque chose que j'ignorais, je pensais que Nero servait juste à graver, mais si vous faites des montages aussi, eh bien c'est formidable. Daniel, à demain.
et dormez bien. Bah oui, oh, ça devrait être mieux que cette nuit et du coup, je devrais être un peu plus en forme demain. Mais en tout cas, merci Daniel. Ok André, donc merci pour les précisions supplémentaires. Michael, merci pour votre réponse. Et une nouvelle question, je suis sur Windows 10, à quoi sert 3D Builder? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'est un logiciel qui est intégré à Windows 10? On va regarder ça. Je vais partager mon écran. Jérémy, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Alors, 3D Builder. Ah, c'est une application qui est sur le Windows Store, qui n'est pas apparemment installée sur l'ordinateur. Quoique ça a l'air d'être installé sur mon ordinateur. Charger, caméra, numérisée. Bibliothèque. Donc ça a l'air d'être un logiciel 3D, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, 3D Builder, ah, ce serait drôle. D'accord. Donc en fait, ça sert à créer des objets 3D avec une imprimante 3D. Donc il y a déjà des modèles qui sont disponibles. J'imagine que vous pouvez en récupérer peut-être sur le store. Mais apparemment, donc ça vous permettrait d'imprimer des objets en 3D. Peut-être c'est pas du tout ça, mais sinon le mieux, c'est rigolo. Le mieux étant de regarder sur... Est-ce que j'avais partagé mon écran? Oui, formidable. Le mieux étant de regarder sur quoi? Sur Internet. Qu'est-ce que 3D Builder? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? 3D Builder fournit tout ce dont vous avez besoin pour rendre possible l'impression. L'impression quoi? Imprimer des modèles en 3D à l'aide de 3D Builder. Voilà. Donc si vous avez une imprimante 3D, eh bien vous avez la possibilité d'imprimer en 3D sur votre imprimante grâce à 3D Builder. Voilà, Michael. Si vous avez une imprimante 3D, j'ai cru que je m'étais trompé de bouton, tout va bien. Génial, Jérémy. Bon, super. Victoire. Merci, Cédric. Bon, bah, Jérémy, je suis content. Après quelques essais, on a enfin réussi. Si vous aviez suivi mes conseils dès le départ, vous n'auriez pas eu à revenir. Mais en tout cas, voilà, je suis très content que ça fonctionne, surtout qu'on est samedi. Vous allez pouvoir jouer ce week-end. Voilà, Jérémy, très content que ça fonctionne. Morissette, rebonjour. Cédric, est-ce que Avast ou Dashlane sécurise mon compte sur la banque quand je vais voir mes comptes? Pas du tout, Morissette. Avast peut-être un peu, je ne sais pas quel module vous avez installé. En théorie, il surveille si vous allez sur des sites malveillants et il devrait en théorie vous dire lorsque vous allez sur le site de votre banque. Mais en théorie, il n'y a pas de souci. Sauf si vous avez des logiciels de type keylogger. Un keylogger, c'est quoi? C'est un logiciel qui est un logiciel malveillant installé sur votre ordinateur et qui regarde ce que vous tapez sur votre clavier. Donc si vous allez sur votre site de banque, j'en sais rien, La Poste par exemple, je ne suis pas à La Poste mais j'imagine qu'ils ont des services de banque en ligne et que vous choisissez ici votre compte. Si vous arrivez sur un site frauduleux, je suppose que Avast doit vous prévenir. Je n'en sais pas plus que ça. Je ne sais pas comment Avast fonctionne. Et le principe, c'est de ne pas arriver sur un site frauduleux ou de ne pas avoir un keylogger d'installer sur son ordinateur. Sinon, il va pouvoir regarder ce que vous tapez sur votre clavier et donc vos mots de passe. Voilà. Mais bon, ça doit quand même être quand même quelque chose d'assez rare. D'avoir à la fois un keylogger d'installer sur son ordinateur et puis voilà, d'arriver sur un site illégitime, mais je dis pas que ça n'arrive jamais. Hein. Mais bon, en théorie, il n'y a pas de souci particulier. Mais donc vous me parliez d'Avast et de Dashlane. Donc Dashlane, rien à voir avec la sécurité. C'est quand vous allez sur le navigateur internet, il faut que votre navigateur internet soit à jour. Il ne faut pas que vous alliez sur n'importe quel site. Vous vous assurez que vous êtes bien sur le site de votre banque.
Et là, ça devrait suffire. Sauf si vous avez, comme je vous disais, un keylogger installé sur votre ordinateur, mais il y a peu de chances que ce soit le cas. Alexandre, j'ai pas trouvé la vidéo et j'ai cherché sur Google et j'ai trouvé. Formidable. Eh bien Alexandre, l'essentiel c'est que vous ayez trouvé, d'autant que je me souviens plus trop ce que vous m'aviez demandé. Mais en tout cas, c'est formidable. Je suis content que vous ayez pu trouver votre information sur Google. C'est à cet endroit-là où je trouve 99% de mes réponses. Voilà Alexandre. Eh bien, je vous remercie à toutes et tous. On a fait un petit peu de rab aujourd'hui. C'est le week-end, il est 12h30. Merci d'avoir été présent en ce grand week-end de je ne sais pas quoi, peut-être le week-end de la Pentecôte. Est-ce que c'est le lundi de la Pentecôte? J'en sais rien. Enfin voilà, on se retrouve évidemment demain dimanche 15 mai. On ne sera pas encore tout à fait à la moitié du demande à série quotidien puisqu'on va aller jusqu'au 31 mai. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis évidemment à demain. Au revoir. En bonne forme, de bonne heure, de bonne humeur. Allez, à bientôt. Au revoir.